Salut les amis, bienvenue sur la chaîne de Maximus Le Clément. Aujourd'hui, on va parler de la bêtise de la population. Pourquoi? Parce que la population ne comprend toujours pas que le véritable ennemi auquel elle est confrontée, c'est le nouvel ordre mondial. Et encore une fois, je vais me répéter, mon camarade et moi avons fait une vidéo sur Étienne Chouard et sa mise en accusation par Elisabeth Lévy, Didier Maistre, Denis Robert, qui n'ont pas été très sympas avec lui et qui ne l'ont pas ménagé. Étienne Chouard, pensant qu'il avait affaire à des interlocuteurs honnêtes, a essayé de discuter en disant que il n'était pas tout à fait, évidemment, sûr de ce qu'il allait avancer, etc., qu'il allait prendre des précautions. Mais ça n'a pas empêché la communauté de Lumière de le mettre en accusation de facto. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous n'êtes pas en total accord ou en validation, ne serait-ce que si vous avez 10% de doute, c'est déjà trop pour les représentants des médias mainstream. Donc évidemment, beaucoup de commentaires ont été écrits sous la vidéo Étienne Chouard se fait étriller par la Gestapo mainstream. J'essaye d'apporter une réflexion pertinente sur pourquoi Étienne Chouard, qui est certes quelqu'un qui a eu le mérite d'expliquer que le peuple devait non seulement reprendre son destin en main, mais en plus écrire sa propre constitution. Et puis bien sûr, s'en rendre maître. Mais le problème, c'est qu'il y a un principe de réalisme derrière ça. C'est le contrôle opéré par tous les lobbies, comme le CRIF, la LICRA, l'UEJF, la franc-maçonnerie, le Grand Orient de France, la Grande Loge Nationale de France, etc. Toutes ces obédiences, du moins, opèrent un contrôle occulte sur le pays. C'est-à-dire que si on ne prend pas conscience de ça, en réalité, j'ai envie de dire que toutes les luttes sont vaines, et on peut manifester, faire des sièges, etc., et montrer son mécontentement et sa révolte. On peut pas... on ne pourra pas battre ce pouvoir si on ne désigne pas en réalité ce qui l'anime réellement, quoi. Donc, il convient de tenir un certain langage de vérité et arrêter de faire l'autruche, puisque chaque fois qu'on commence à désigner le pouvoir, le gouvernement lui-même, en réalité ne commande pas la politique du pays, bah, c'est une réalité dont il faut tenir compte. On peut pas faire comme si tout ça n'existait pas. Sinon... Dans 10 ans, l'élite mondialiste, même avant, aura ficelé son projet et on se retrouvera tous finalement coincés dans les limbes de ce nouvel ordre mondial dont nous ne voulons pas et dont M. Sarkozy nous a dit que l'on irait vers le nouvel ordre mondial et que personne ne leur empêcherait de le faire. Donc on sait très bien qu'on est sur un processus de coercition et on n'est pas sur une coopération et sur une volonté populaire. Alors, s'il en est qui pensent que en fait, nous sommes prêts à sauter immédiatement dans un nouvel ordre mondial, bah, je pense qu'à un moment donné, il va falloir leur dire qu'ils se trompent, ils seront déçus. Parce que, en gros, le monde doit attendre le mûrissement d'un long processus d'éducation. Et que soit bâtie la conscience publique et une certaine morale internationale, en d'autres termes, qu'il y ait un sentiment mondial qui soutienne la conception moderne, justement, d'une idée de communauté mondiale ou internationale. Et c'est ce qu'on est en train de faire, justement, avec l'écologie, qui est un problème planétaire, à juste titre en plus, mais sur lequel on ne met pas le doigt sur les vraies causes de la détérioration de la planète. On continue encore de tromper les gens en leur faisant croire qu'ils polluent avec leur voiture et que c'est le tri des déchets qui sauvera la planète. Or, pour sauver effectivement notre espace terrestre global, il faudrait production au capitalisme, à l'agriculture de masse, en fait, bref, tout ce qui justement met à contribution les ressources de la planète de manière extrêmement violente et tout à fait inadéquate. Donc on sait que le professeur Weishaupt, pour les gens qui ne le savent pas qui est Adam Weishaupt, c'était un professeur, c'était un enseignant qui était conscient de la puissance du contrôle mental de l'individu. Il était aussi le fondateur des Illuminés de Bavière. Il a dicté un modèle de conversion de l'éducation et a ordonné à tous les médias de la communication de subvertir la propagande. Tout ça est connu, bien sûr, à travers
certaines activités que l'on appelle philanthropiques, n'est-ce pas, qui incluent certaines fondations, comme les fondations Rockefeller, Ford, Carnegie, Lions Club, Rotaries Club, franc-maçonnerie, Grand Orient de France, etc., dont il faut bien sûr parler aussi. Ça, c'est autant au niveau local qu'au niveau international. On utilisera évidemment l'apprentissage scolaire, universitaire, la presse, les magazines en général, la télévision, les films, les séries, le cinéma, les clubs de société et tout ce qui permet en fait d'opérer une communication auprès du grand public. Tout le monde sait que le système public d'éducation dans le monde occidental est défaillant. Ça, c'est un secret de polichinelle, tout le monde s'en doute. Et principalement, justement, en France. Alors, on peut montrer du doigt les différents aspects du système scolaire. Hein. Les classes surchargées, on connaît, hein, les profs ont souvent fait grève d'ailleurs sur ce simple motif. Le manque de moyens, de financement. Les enseignants qui ne parviennent pas à réussir certains tests de compétences, parce que ça aussi, hein, y a ce facteur-là. Mais en fait, ce sont que des problèmes secondaires, en réalité. Parce que même si on résolvait le problème des moyens ou des compétences des professeurs, et notamment qu'on mettait que 10 élèves par classe, eh bien, les écoles, en réalité, obligeraient quand même les élèves, de toutes les façons, à recevoir une certaine propagande parce qu'elles sont faites pour vous faire échouer ou pour vous faire adhérer au système. Ça, c'est le but du système scolaire. Donc en vérité, depuis que une certaine élite mondiale est aux commandes, ils ont cherché à imposer toutes sortes de scolarités, assorties à diverses missions, qui ne sont plus d'enseigner. D'ailleurs, on le voit bien, hein, si vous jetez un coup d'œil sur l'enseignement scolaire de vos enfants, regardez ce qu'on leur apprend dans les manuels, dans les livres. Il y a beaucoup de faits contemporains qui servent d'événements historiques. Aujourd'hui, c'est plus du tout... on n'est plus du tout dans ce qu'ils appellent, eux, les sciences sociales ou humanitaires, qui finalement permettent à l'enfant de découvrir ce qu'aura été l'histoire, la géographie, l'anthropologie, la philosophie, etc. Il faut quand même monter déjà à un certain niveau d'études pour commencer un petit peu à entrevoir ce que sont réellement ces sciences. Et puis, de toutes les façons, on les apprend surtout par soi-même. C'est pas l'école qui vous apprendra réellement ce qu'est la géographie, ce qu'est l'histoire, ce qu'est la science politique en règle générale. Ça, vous l'apprenez par vous-même une fois que vous êtes adulte. Donc on a compris que cette élite, de toute façon, pour faire avancer son agenda et ses idées, il fallait qu'elle prenne le contrôle des moyens d'influence, et y compris l'éducation. Alors, Pierre Samuel Dupont de Nemours, qui appartient d'ailleurs à une famille qu'on pourrait considérer comme appartenant aux 13 familles, ces fameuses 13 lignées sataniques dont nous a parlé Robin de Ruyter. Ce monsieur, en Amérique du Nord, en 1599, a lancé un plan d'éducation nationale, et ce système Dupont, qui est toujours une grande famille d'ailleurs, hein, a permis à l'élite mondiale d'obtenir à la fois le contrôle des enfants, et surtout le moulage des cerveaux. En mode de pensée, c'est exactement ce qu'on voit en France. On a exactement la même chose, avec tout le vocabulaire politiquement correct, comme diversité, antisémitisme, etc. Le vocabulaire écolo-compatible. Vous voyez, tout ça, ça fait partie, bien entendu, d'un plan qui est de formater les cerveaux. Les successeurs de Dupont ont conçu et financé et mis en œuvre notre système éducatif. Ils ont laissé des écrits à propos de ce qu'ils faisaient. Par exemple, il y a des rapports, des articles et des livres qui révèlent de façon quand même assez intéressante comment justement cette élite a pu étendre toutes ces activités aux États-Unis et même jusqu'en Europe, hein, et dans les pays occidentaux en règle générale, quoi. Hein. Donc, on peut dire que c'est un processus d'endoctrinement quand même, puisque les responsables sont 3 hommes de Yale. Alors Yale, c'est une haute université aux États-Unis, bien sûr, qui est d'ailleurs liée à l'université d'Oxford et anciennement celle d'Ingolstadt, c'est-à-dire celle des Illuminés de Bavière, tout simplement. Et ces 3 hommes-là, dans les années 1850, ils ont été étudier la philosophie de l'allemand George Wilhelm Friedrich Engels,
Et ils l'ont, bien sûr, importé aux États-Unis. Engel, évidemment, c'était le comparse de Karl Marx. Je ne vous apprendrai rien. Karl Marx, qui a été, disons-le, financé par le banquier allemand du Troisième Reich, Hjalmar Schacht, dont j'ai déjà parlé, bien sûr, dans mes précédentes vidéos. Hjalmar Schacht, qui, pour avoir rendu de bons et loyaux services à JP Morgan, s'est retrouvé nommé à la Banque des règlements internationaux. C'est pas... Donc c'est une information qui a quand même son importance. La dialectique historique, qui justement va être issue de la philosophie hegelienne, explique finalement que tous les événements émergent d'un conflit entre des forces opposées. Ces événements émergents sont supérieurs et différents des conflits opposés. Donc toute idée, ou la réalisation d'une idée, peut être vue comme une thèse. Cette thèse sera soutenue, sera favorisée par l'émergence de forces opposées ou de contre-pouvoirs connus sous le nom, bien sûr, d'antithèse. Le résultat final ne sera ni la thèse ni l'antithèse, tout le monde le sait, tous ceux qui ont fait des études connaissent ça, mais sera la synthèse de deux forces en conflit. Vous voyez? Donc, pour moi, c'est un petit peu déjà biaisé. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est de faire cohabiter la vérité avec le mensonge. Donc, si vous mettez du mensonge dans de la vérité, vous n'avez plus de vérité en réalité, puisque vous avez soit une vérité altérée, soit un semi-mensonge, soit un trois-quarts de mensonge, soit un trois-quarts de vérité, et on arrive au principe d'omission et, bien sûr, de négation de ce qui est une certaine réalité, et on se retrouve très très vite dans le relativisme, puisque chacun peut apporter sa vérité. Alors que il y a un moment donné où une vérité doit être établie, et je dirais que les gens qui sont ignorants ou qui sont dépossédés d'un certain niveau d'analyse devraient normalement, avec les éléments qu'on leur apporte, puis malheureusement, on peut lui faire croire à tout et n'importe quoi. C'est malheureux, et on le voit par exemple avec un Étienne Chouard qui malheureusement, certes, en dépit de son côté sympathique, de son côté humain et de sa bonne volonté à vouloir aider le peuple français, ce dont je ne doute pas, eh bien vous avez des gens qui ne supportent pas qu'on critique leur idole, puisque en réalité ils ont abandonné les principes pour défendre les hommes. Or, les hommes peuvent être faillibles ou faibles, par contre les principes sont immuables, donc il faut s'attacher d'abord aux principes et savoir ce qu'on veut, si on veut aider le peuple de France et sauver le pays, ou si on continue à idolâtrer des gens qui font pas le poids. Ça, c'est la question qu'on peut se poser aussi, d'ailleurs. Donc, je termine là cette vidéo, qui est une réflexion personnelle, évidemment, à partir de la bêtise d'une certaine population, qui ne comprend pas tout ce qui se passe, alors que nous avons une élite qui, justement, nous indique clairement ce qu'elle est, ce qu'elle veut, et où elle veut nous amener. Mais ils ne se cachent même pas, donc je ne vois même pas pourquoi on continue de nier que ces gens-là nous disent ouvertement qu'ils veulent nous mettre en esclavage et nous priver de nos libertés. Je vois pas en quoi on n'a pas le droit de dire qui veut nous priver de nos libertés. Donc on n'a plus le droit de désigner les sionistes alors qu'ils sont ouvertement à la manœuvre dans le processus de dégradation qui nous touche. Parler de la franc-maçonnerie, certains disent que c'est trop tôt, alors qu'en réalité, c'est vital d'en parler, et maintenant, parce que plus on va prendre le problème, c'est comme une tumeur, plus vous prenez la tumeur tôt, et moins elle se développe. Et malheureusement, j'ai bien peur que cette tumeur-là se soit abondamment développée dans le corps social, et que si vous attendez encore pour soigner, pour traiter, ça va être la mort physique. On ne veut pas non plus évoquer la pédocriminalité, qui est le fléau sur lequel cette élite prospère. Donc, nouvel ordre mondial, sionisme, franc-maçonnerie, pédocriminalité. Quand est-ce qu'on va parler des vrais sujets? Est-ce qu'on va continuer de patienter gentiment et de parler du RIC et de problèmes matériels liés à l'argent? Certes, c'est le nerf de la guerre et il en faut, mais si nous sommes dans cette situation, c'est malheureusement parce que des usuriers et des occultistes nous ont mis dans cette situation. Et tant qu'on ne le comprendra pas, on n'avancera pas. Amis, c'est une réflexion que j'ai voulu partager avec vous. Et je vous dis que Dieu vous garde et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.